Au moment précis où l'Europe croyait que l'Allemagne brisée n'aurait plus jamais la force de modeler l'avenir militaire du continent, un projet secret, né parmi les ruines encore fumantes de la guerre, changea tout. Personne ne s'attendait à ce que ce pays amputé de son industrie, privé de ses usines d'armement et humilié devant le monde, tente un retour aussi audacieux. Pourtant, une décennie après la capitulation totale, alors que la menace venue de l'Est grandissait d'année en année, les dirigeants de la toute nouvelle Allemagne de l'Ouest allaient miser sur un pari que beaucoup jugeaient insensé. Créer le premier char d'après-guerre capable non seulement de protéger la République fédérale, mais aussi de rendre à l'industrie allemande son prestige d'autrefois, tout en redéfinissant l'équilibre militaire européen. Le pays, depuis les premiers jours de la reddition sans condition au mois de mai de l'année 1945, vivait sous des restrictions draconiennes. Les Alliés avaient ordonné le démantèlement complet de toute production militaire. Les chaînes d'assemblage furent démolies, les ateliers scellés, les ingénieurs dispersés. La nation qui, quelques années plus tôt, avait conçu des chars réputés parmi les plus redoutables au monde, se retrouvait désormais incapable de fabriquer ne serait-ce qu'un véhicule blindé léger. Pourtant, l'arrivée rapide de la menace soviétique transforma brutalement les règles du jeu. En l'année 1947, l'Europe occidentale découvrit qu'elle faisait face à un adversaire déterminé à étendre son influence, et la jeune République fédérale d'Allemagne se trouvait exposée en première ligne. Ce danger fit naître une inquiétude profonde. Le pays, encore marqué par la pauvreté, la destruction urbaine, la rareté des ressources et une reconstruction lente, n'avait ni armée moderne, ni moyens de défense crédibles. Lorsque, près d'une décennie après la fin de la guerre, l'Allemagne de l'Ouest reçut l'invitation officielle à rejoindre l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, un tournant décisif se produisit. Pour la première fois depuis la chute du régime précédent, Berlin recevait l'autorisation de réarmer et de rebâtir une force militaire. Cela ouvrit immédiatement la voie à un projet ambitieux, concevoir un char entièrement nouveau, destiné à servir non seulement le pays, mais idéalement une grande partie de l'Europe occidentale. C'est dans ce contexte brûlant qu'émergea l'idée d'un programme multinational, soutenu par la cordialité retrouvée entre Paris et Bonn, et par la nécessité partagée de moderniser la défense européenne. Cette entreprise, baptisée plus tard Europanzer, devait produire un char capable de remplacer les blindés américains M47 et M48, alors utilisés dans plusieurs armées occidentales. L'objectif était clair, construire un véhicule plus mobile, plus rapide, plus moderne que tout ce qui existait déjà sur le sol européen. Les premières exigences révélées à la fin de l'année 1956 étaient étonnamment audacieuses. Les ingénieurs eurent pour mission de concevoir un char qui ne dépasserait pas environ 30 tonnes, mais dont la puissance spécifique devait atteindre un niveau remarquable, équivalent à une trentaine de chevaux par tonne, afin d'obtenir une vitesse et une agilité exceptionnelles. Le cahier des charges imposait également une protection adaptée aux nouvelles menaces, notamment les projectiles à charge creuse capables, à cette époque, de traverser presque tout type de blindage. Il fallut donc repenser totalement la philosophie traditionnelle. Au lieu de privilégier une cuirasse massive, les planificateurs choisirent de mettre en avant la mobilité, l'armement et la capacité à survivre sur un champ de bataille moderne dominé par la vitesse. Le futur char devait en outre résister à des environnements contaminés par des agents nucléaires, biologiques ou chimiques, offrir une possibilité d'évolution technologique et être suffisamment amphibie pour franchir de nombreux cours d'eau européens. Pour l'armement principal, le choix se porta sur un canon britannique de 105 mm, un modèle révolutionnaire capable d'atteindre des vitesses initiales impressionnantes. La mission semblait presque irréaliste pour un pays qui, 10 ans auparavant, n'avait même plus de base industrielle. Pourtant, ce pari titanesque devint rapidement le symbole d'une Allemagne renaissante. Dans les bureaux d'études, les anciens ingénieurs, rejoints par une nouvelle génération formée dans les écoles techniques reconstruites, retrouvèrent une détermination farouche. Ils savaient que ce char serait scruté par le monde entier. Ils savaient aussi que s'ils échouaient, l'industrie allemande pourrait perdre définitivement son image d'excellence. Mais si ce projet réussissait, l'Allemagne prouverait que son génie mécanique pouvait renaître, même après la pire dévastation de son histoire.
Ainsi commença l'aventure du futur Léopard 1, le char qui allait bientôt redéfinir la puissance militaire allemande. À mesure que les ambitions européennes se précisaient, l'atmosphère se chargeait d'une tension presque électrique. Dès que les spécifications techniques furent fixées, plusieurs entreprises allemandes comprirent que ce programme représentait bien plus qu'un simple contrat militaire. Il s'agissait d'un concours où se jouait l'honneur retrouvé de toute une industrie. 3 équipes allemandes, dirigées respectivement par Porsche, Rheinmetall et Borgward, reçurent l'autorisation de présenter chacune 2 prototypes, tandis qu'une équipe française rejoignit l'aventure afin d'imaginer un blindé répondant aux attentes communes de l'Europe occidentale. Le défi n'avait rien d'abstrait. Dans un contexte où le moindre retard risquait d'être interprété comme une faiblesse industrielle, chaque journée comptait. Les ateliers résonnaient du martèlement des outils, les ingénieurs multipliaient les calculs et les bureaux techniques travaillaient tard dans la nuit. Chez Porsche, l'objectif était de créer un châssis d'une légèreté remarquable sans sacrifier la robustesse structurelle. Rheinmetall, de son côté, tentait de perfectionner une tourelle moulée aux lignes épurées, mais suffisamment épaisse pour encaisser des projectiles rapides de 20 mm. Quant à Borgward, l'entreprise voulait se distinguer avec un concept futuriste incluant un système de chargement automatique, une technologie extrêmement ambitieuse pour l'époque. Les premières maquettes commencèrent à circuler au sein des commissions d'évaluation, révélant des approches techniques profondément différentes. Le calendrier imposé par les autorités allemandes rendit l'atmosphère encore plus fébrile. Chaque équipe devait livrer ses prototypes dans les délais, mais seul Porsche montra une régularité exemplaire. Borgward, malgré un projet audacieux, accumulait les retards. L'intégration du système automatique, pourtant séduisante sur le papier, se heurtait à des difficultés techniques considérables. Les mécanismes s'enrayaient, les calculs d'équilibrage étaient instables et l'ensemble manquait de fiabilité. Même si certains observateurs admirèrent la créativité de l'entreprise, les responsables du programme savaient que l'armée n'accepterait jamais une solution incapable de fonctionner dans toutes les conditions de combat. Lorsque l'année 1960 arriva, les premiers prototypes furent prêts à être soumis aux essais officiels. Les véhicules homonymes issus de Porsche, portant la désignation 734, se distinguèrent immédiatement par leur sobriété fonctionnelle. Leur silhouette rappelait encore certains principes classiques, mais l'agencement interne, la répartition du poids et surtout la mobilité démontraient une utilisation intelligente des ressources disponibles. A l'inverse, les modèles de Rheinmetall se remarquaient par leurs tourelles à la géométrie spécifique, dont les surfaces inclinées avaient été pensées pour augmenter la résistance balistique sans alourdir inutilement l'ensemble. Les tests préliminaires révélèrent que ces 2 approches avaient du potentiel, mais seuls les prototypes de Porsche parvinrent à atteindre une fiabilité d'ensemble conforme aux exigences. Les essais sur terrain furent organisés dans le plus grand sérieux. Les véhicules affrontèrent des parcours boueux, des pentes abruptes, des environnements poussiéreux, ainsi que des franchissements d'obstacles destinés à tester leur suspension et leur puissance motrice. Le canon britannique de 105 mm, déjà réputé pour la précision de son tir, fut monté sur plusieurs prototypes afin d'évaluer les vibrations et la stabilité pendant le mouvement. Les commandants de chars présents lors des démonstrations observaient avec attention la fluidité du système de rotation de la tourelle, la réactivité de l'embrayage et la facilité d'accès pour l'équipage. À la fin de cette batterie d'essais particulièrement exigeante, Porsche devint le favori incontesté. C'est également durant cette période que les relations franco-allemandes au sein du programme commencèrent à se distendre. Les plans initiaux prévoyaient la création d'un char commun, mais les orientations choisies par les équipes divergent peu à peu. Les ingénieurs français privilégiaient un blindé légèrement plus léger, doté d'une philosophie différente de protection et de mobilité. Cette divergence technique rendit la poursuite du projet commun de plus en plus difficile. Finalement, la France choisit de poursuivre son propre chemin, lançant la conception de ce qui deviendrait plus tard l'AMX-30, tandis que l'Allemagne poursuivait seule l'élaboration de son futur Léopard 1. Quelques mois après les essais, une décision officielle tomba. Porsche obtenait le contrat pour produire 50 véhicules de pré-série. Cette annonce fit l'effet d'un signal clair dans toute l'industrie allemande.
Le pays venait, pour la première fois depuis la fin du conflit mondial, de sélectionner un modèle national destiné à redevenir la colonne vertébrale de son armée. Les ingénieurs purent enfin travailler sans incertitude, et les équipements nécessaires à la fabrication de la nouvelle tourelle moulée, de l'anneau de rotation renforcé et de la structure interne du châssis furent mis en place dans plusieurs usines, notamment à Munich. La version 0 de série reçut une disposition interne optimisée. Une cloison coupe-feu séparait la zone moteur de l'espace réservé à l'équipage, dont l'emplacement précis avait été ajusté pour offrir une ergonomie supérieure à celle des prototypes. Le poste du conducteur fut installé à droite dans la caisse, tandis que le tireur et le commandant furent placés dans la tourelle, respectivement à droite et à gauche du canon. Le chargeur, quant à lui, disposait d'un espace légèrement agrandi afin d'améliorer sa cadence de travail. Cette première esquisse de ce qui allait devenir le Léopard 1 représentait l'aboutissement de plusieurs années de recherche concentrées dans un modèle qui semblait enfin répondre aux attentes, tant nationales que stratégiques. Lorsque les lignes de montage commencèrent à tourner, l'Allemagne comprit que ce blindé marquait un tournant. Ce n'était plus une simple machine, mais le signe tangible d'un retour industriel longtemps jugé impossible. Lorsque les premiers exemplaires de pré-série furent prêts à entrer en évaluation avancée, les techniciens, les officiers et même plusieurs responsables politiques comprirent qu'ils avaient sous les yeux un engin radicalement différent de ce que l'Europe avait connu depuis la fin de la guerre. Le futur Léopard 1, sous sa forme naissante, se distinguait d'emblée par une conception qui rompait totalement avec les philosophies lourdes et massives adoptées par de nombreux constructeurs du continent. Là où d'autres misaient encore sur la protection passive, les ingénieurs allemands avaient osé une approche fondée sur la rapidité, la souplesse mécanique et une puissance de feu capable de neutraliser un adversaire avant que celui-ci ne puisse réagir. La structure interne du char fut entièrement réétudiée afin de garantir un fonctionnement optimal dans toutes les situations. L'épaisse cloison coupe-feu isolant le compartiment moteur assurait au reste de l'équipage une meilleure chance de survie en cas d'incendie interne, tandis que la répartition des éléments mécaniques autour de l'axe longitudinal facilitait les interventions de maintenance. Le cœur du véhicule était un moteur diesel Daimler-Benz à 10 cylindres, délivrant plus de 800 chevaux, ce qui représentait un niveau de puissance exceptionnel pour un blindé pesant un peu plus de 30 tonnes. Cette mécanique, étudiée pour offrir une accélération vive sur route comme sur terrain irrégulier, transformait le Léopard 1 en une véritable bête de mouvement, capable de surprendre un équipage adverse par sa vitesse d'approche. La possibilité d'extraire le groupe motopropulseur en un laps de temps très court représentait une innovation décisive. Dans le cadre d'exercices intensifs, il arriva que les équipes techniques démontent le moteur, procèdent à une maintenance complète, puis le remettent en place en une vingtaine de minutes seulement. Une telle prouesse était rarissime à l'époque et démontrait l'importance accordée à la disponibilité opérationnelle du char. Les unités destinées à former les premières compagnies équipées du Léopard 1 prirent rapidement conscience de la valeur stratégique d'un tel avantage, notamment face à des formations blindées adverses, souvent ralenties par des interventions longues et complexes. L'agencement interne privilégiait également l'efficacité du travail de l'équipage. Le conducteur, installé à droite, bénéficiait d'une visibilité relativement large grâce à des épiscopes soigneusement positionnés qui facilitaient la conduite dans des environnements variés. Le tireur, placé juste sous la coupole du commandant, manipulait un système de pointage doté d'une optique de précision, permettant l'engagement de cibles éloignées. L'installation d'un télémètre optique ultérieur sur certains modèles améliora encore la précision des tirs, en particulier lors des manœuvres de feu en mouvement, un domaine où peu de chars européens excellaient à ce moment. La tourelle moulée du Léopard 1 représentait une synthèse de compromis intelligent. Son blindage, bien que moins épais que celui de nombreux blindés soviétiques, était organisé selon des inclinaisons soigneusement calculées afin d'accroître la probabilité de dévier un projectile. Le mantelet d'une résistance notable protégeait la partie frontale, tandis que les flancs, légèrement arrondis, étaient pensés pour réduire les risques de pénétration directe. Cette philosophie de protection active par la mobilité et la géométrie d'ensemble offrait au char un comportement singulier. Il n'était pas conçu pour encaisser de lourds impacts, mais pour éviter de se trouver dans la situation où il les subirait. Son canon de 105 mm, issu d'un modèle britannique devenu une référence internationale,
donnait à l'ensemble une puissance de feu qui rivalisait avec les meilleurs systèmes du monde occidental. Capable de projeter un obus perforant à une vitesse initiale dépassant plusieurs milliers de pieds par seconde, l'arme garantissait un potentiel de pénétration suffisant pour neutraliser même les blindés les plus robustes de l'époque. Les essais balistiques menés lors de campagnes de tir approfondies confirmèrent que le char pouvait engager une cible à longue distance avec une précision remarquable, ce qui renforçait la confiance des équipages et des instructeurs. La mobilité, véritable signature du Léopard 1, se révélait pleinement lors des manœuvres militaires conduites sur des terrains variés. Sur route, le char parvenait à maintenir une allure impressionnante, souvent supérieure à celle de nombreux blindés contemporains. Hors route, les suspensions, conçues pour absorber les irrégularités des sols européens, permettaient de franchir des pentes abruptes, des tranchées profondes et des sols meubles sans perte de contrôle. Lors d'exercices conjoints avec des contingents alliés, plusieurs observateurs furent frappés par la façon dont le Léopard 1 changeait brutalement de direction tout en conservant sa stabilité, un comportement inhabituel pour un blindé de ce gabarit. Les premiers retours d'expérience des unités pilotes confirmèrent rapidement que l'Allemagne disposait enfin d'un blindé capable de rivaliser avec les modèles dominants du début des années 60. Ce char, encore en phase d'ajustement mais déjà redouté, se distinguait par un équilibre rare entre puissance motrice, maniabilité exceptionnelle et efficacité du tir. Les officiers chargés de rédiger les rapports d'évaluation insistaient sur le fait que l'engin semblait pensé pour une guerre moderne, où la rapidité de décision, la précision des frappes et la capacité à se repositionner rapidement valaient bien plus qu'une protection purement passive. À mesure que les essais progressaient, l'idée que le Léopard 1 deviendrait le futur char de référence de l'Allemagne prit de l'ampleur. L'enthousiasme gagnait les ateliers et les casernes, tandis que les usines se préparaient à accélérer la production. Il était désormais évident que ce blindé n'était pas simplement un véhicule militaire, mais un symbole puissant d'un pays qui retrouvait son savoir-faire mécanique et son rôle stratégique au sein de l'Europe occidentale. Lorsque l'annonce officielle de l'entrée en service du Léopard 1 fut autorisée, l'impact sur les forces blindées européennes fut immédiat. De nombreux états-majors, conscients que les équilibres stratégiques de la guerre froide se redessinaient, observaient attentivement ce nouveau char, dont les performances enregistrées lors des essais suscitaient un intérêt croissant. Dès les premières présentations aux délégations étrangères, il apparut clairement que l'Allemagne n'avait pas uniquement construit un engin destiné à ses propres bataillons, mais un modèle pouvant devenir la référence de toute une génération de blindés occidentaux. Les officiers venus de différents pays furent impressionnés par l'homogénéité entre la mobilité, la puissance de feu et la maniabilité du char, un équilibre que très peu de constructeurs avaient réussi à atteindre jusque-là. Les discussions autour de l'adaptation du Léopard 1 aux besoins des autres armées commencèrent presque simultanément avec la montée en puissance de sa production nationale. Certains États souhaitaient un char capable d'assurer des missions en terrain montagneux, d'autres demandaient des équipements électroniques plus avancés ou encore une tourelle optimisée pour le tir en mouvement. Les ingénieurs allemands, soucieux de ne pas ralentir la cadence de production, mirent en place une série d'améliorations successives qui devinrent rapidement les différentes versions du blindé. La première évolution notable concerna l'intégration d'un système de conduite de tir plus performant, offrant une meilleure stabilité optique lors des engagements en déplacement. Cette amélioration donna naissance à la variante A1, largement adoptée par les unités souhaitant renforcer leur capacité à traiter des objectifs rapides. Le programme de modernisation se poursuivit avec la version A1A1, dotée d'un blindage supplémentaire sur certaines zones critiques de la tourelle et de renforts structurels destinés à réduire les risques de dommages internes en cas d'impact indirect. Cette configuration, appréciée par plusieurs armées européennes, offrait un compromis intéressant entre protection améliorée et conservation de la mobilité qui faisait la singularité du char. La variante A2 apporta une évolution mécanique marquante, notamment avec l'introduction d'un système de stabilisation du canon plus avancé, permettant des tirs précis, même sur des terrains fortement accidentés. Cette innovation fut saluée par les experts en armement, qui y voyaient une avancée indispensable pour la supériorité tactique dans les zones où le relief imposait des manœuvres complexes.
À mesure que les versions se succédaient, la tourelle fit également l'objet d'une refonte significative. La variante A3 introduisit un blindage frontal renforcé, une coupole de commandant repensée et des équipements de vision améliorés pour les opérations en basse luminosité. Ces caractéristiques séduisirent plusieurs pays intéressés par un char capable de rester efficace dans des conditions d'engagement exigeantes, notamment lors d'exercices nocturnes. Enfin, la version A4, qui devint l'une des plus connues du grand public, reçut un système de conduite de tir numérique, des optiques modernisées et une ergonomie intérieure revue pour optimiser le travail de l'équipage lors des longues missions de reconnaissance ou de couverture blindée. Le succès à l'exportation du Léopard 1 fut tel que le char se retrouva rapidement en service dans de nombreuses armées occidentales, chacune y apportant ses propres adaptations mineures. Cette diffusion internationale renforça le prestige du blindé et permit le partage d'une quantité considérable d'informations techniques. Les exercices conjoints entre les différents utilisateurs révélèrent des différences d'emploi intéressantes. Certains pays privilégiaient la rapidité d'assaut, d'autres élevaient le Léopard 1 au rang de char de percée, tandis que certains États en faisaient un élément central de leur doctrine de défense mobile. Cette diversité d'utilisation contribua à maintenir un haut niveau d'amélioration continue, chaque retour d'expérience venant enrichir les études menées dans les centres d'essai allemands. Les missions auxquelles le Léopard 1 fut confronté dans divers contextes géopolitiques démontrèrent sa polyvalence. Sur des terrains arides écrasés de chaleur, il fit preuve d'une endurance remarquable. Dans des régions plus humides, où les sols se dérobaient sous le poids des véhicules, il sut conserver une agilité surprenante grâce à son agencement mécanique bien pensé. Lors d'opérations prolongées, sa facilité de maintenance se révéla être un atout majeur, permettant aux équipages de maximiser le temps passé sur le terrain et de réduire considérablement les périodes d'immobilisation. Chaque démonstration de cette efficacité renforçait l'image d'un char conçu pour affronter un large éventail de défis opérationnels. Les pays voisins, constatant la montée en puissance de ce blindé, intensifièrent leur programme de développement afin de ne pas se laisser distancer. Cet effet domino transforma le Léopard 1 en élément déclencheur d'une nouvelle course au perfectionnement des chars européens. Plusieurs nations se lancèrent dans l'étude de modèles capables de tenir tête à la mobilité exceptionnelle de l'engin allemand, mais rares furent celles qui parvinrent à concilier vitesse, puissance de feu et fiabilité avec autant d'efficacité. Le Léopard 1 ne se contentait plus d'être un char. Il devint un standard qui obligeait chaque constructeur à revoir ses ambitions à la hausse. Dans ce contexte de concurrence, les équipages allemands, fiers de leur machine, développèrent des tactiques nouvelles tirant pleinement parti de ces qualités. Les manœuvres d'approche rapide, suivies de tirs précis depuis des positions inattendues, surprirent de nombreux observateurs militaires étrangers. Le char imposait un mode de pensée offensif, misant sur la réactivité et la capacité à frapper en premier, ce qui correspondait parfaitement aux doctrines de défense mobile soutenues par plusieurs pays occidentaux. Les écoles blindées intégrèrent rapidement ces enseignements, transformant progressivement la manière dont les unités blindées européennes envisageaient leurs engagements. À mesure que les années passaient, il devenait évident que le Léopard 1 avait trouvé sa place non seulement dans l'armée allemande, mais dans toute une constellation de forces armées qui voyaient en lui une machine capable d'assurer un équilibre stratégique indispensable. Son parcours international n'était pourtant qu'à ses débuts, et plusieurs théâtres d'opération allaient bientôt mettre à l'épreuve cette mécanique redoutable dans des circonstances bien plus exigeantes que les exercices conjoints ou les démonstrations techniques. Au moment où les tensions internationales s'intensifièrent dans plusieurs régions du globe, les pays ayant adopté le Léopard 1 se retrouvèrent confrontés à des situations bien plus imprévisibles que les exercices européens méticuleusement préparés. Des bataillons équipés du blindé furent déployés lors d'opérations extérieures où la stabilité politique s'effritait et où les embuscades représentaient une menace constante. Là où d'autres chars plus lourds perdaient leur autonomie en raison de leur consommation excessive ou de leur difficulté à évoluer dans des zones urbaines complexes, le Léopard 1 démontra une agilité surprenante qui surprit même des forces alliées habituées à des blindés massifs. Grâce à son poids relativement contenu, il parvenait à se repositionner rapidement entre plusieurs points sensibles, soutenant des unités au sol confrontées à des adversaires déterminés et bien cachés.
Dans plusieurs missions de maintien de la paix, le blindé joua un rôle plus dissuasif qu'offensif. Les contingents envoyés dans des régions instables découvrirent qu'un simple déplacement du char à proximité d'un secteur disputé suffisait souvent à apaiser une situation critique. Les chefs d'unité savaient tirer parti de cette aura, utilisant le Léopard 1 comme une présence rassurante pour les civils et un signal clair pour tout groupe armé tentant de prendre l'ascendant. Son armement principal, même lorsqu'il n'était pas employé directement, imposait le respect. Les observateurs étrangers furent frappés par la capacité du blindé à s'intégrer dans des opérations où la négociation se mêlait à la possibilité d'un affrontement à tout moment. Dans les environnements extrêmes, les capacités mécaniques du char furent mises à rude épreuve. Certains détachements durent évoluer dans des zones où la poussière envahissait chaque mécanisme et où la chaleur altérait les performances de nombreux véhicules. Pourtant, les équipes d'entretien parvinrent à maintenir leur Léopard 1 opérationnel grâce à la conception soignée du moteur et à la facilité d'accès aux composants essentiels. L'extraction rapide du groupe motopropulseur, conçu dès les premières étapes du développement, s'avéra déterminante pour éviter des immobilisations prolongées. Cette fiabilité inspira la confiance des équipages, qui savaient pouvoir compter sur un blindé capable de tenir sur la durée, même lors d'opérations étendues sur plusieurs mois. Certaines missions révélèrent également l'importance de la coordination entre les chars et les unités d'infanterie mécanisée. Là où des blindés plus volumineux obligeaient les troupes accompagnantes à ralentir, le Léopard 1 conservait un rythme soutenu, facilitant les manœuvres combinées et permettant à l'infanterie de s'appuyer sur lui comme sur un véritable pivot tactique. Les commandants remarquèrent que l'équilibre entre sa vitesse, sa faible silhouette et la précision de son canon en faisait un allié indispensable dans les zones où l'ennemi se déplaçait rapidement, s'appuyant sur des attaques éclairs pour semer le trouble. Le char prouvait ainsi sa pertinence dans des scénarios très éloignés des affrontements classiques imaginés dans les années 50. À mesure que les décennies passaient, de nouvelles générations de blindés vinrent remplacer progressivement les exemplaires les plus anciens. Les rapports internes mentionnaient régulièrement la nécessité de moderniser encore davantage les systèmes de visée et les protections. Mais il devenait évident qu'un nouveau modèle, plus avancé, serait indispensable pour faire face à l'évolution des menaces contemporaines. Cependant, malgré l'arrivée de chars plus récents et plus sophistiqués, de nombreuses armées continuaient d'exploiter le Léopard 1, convaincus que son équilibre remarquable en faisait un atout toujours pertinent dans de nombreuses situations. Cette longévité témoigna de la justesse des choix techniques effectués dès l'origine, alors que l'Allemagne renaissante devait se réinventer sans pouvoir s'appuyer sur son passé militaire démantelé. Finalement, les derniers exemplaires encore en service furent regroupés pour une ultime période d'entraînement avant leur retrait définitif. Les équipages vétérans, parfois formés des décennies plus tôt, observaient ces machines avec un mélange de fierté et de nostalgie. Lors de la dernière manœuvre officielle, plusieurs Léopard 1 s'élancèrent ensemble sur un vaste terrain d'exercice, exécutant une série de déplacements rapides et précis qui rappelaient leur jeunesse, lorsque chaque démonstration visait à prouver qu'un char léger pouvait rivaliser avec les modèles plus lourds. Les moteurs rugissaient encore avec la même assurance qu'à leur début, comme pour offrir un hommage mécanique à toutes les missions accomplies. Lorsque les blindés regagnèrent leur hangar pour la dernière fois, le crépitement des moteurs s'éteignit peu à peu, laissant place à un silence lourd de souvenirs. Le moment où les techniciens arrêtèrent définitivement les systèmes marqua la fin d'une époque. Ces machines, qui avaient accompagné plusieurs générations de soldats, s'étaient éteintes sans fracas, comme si elles acceptaient simplement que leur rôle, pourtant crucial durant toute la seconde moitié du XXe siècle, s'achevait naturellement. Le Léopard 1 quittait ainsi la scène militaire après un parcours exceptionnel, ayant contribué à remodeler les doctrines blindées européennes et à offrir à l'Allemagne un symbole puissant de renouveau technologique et stratégique.